Salut, c'est Sid de la chaîne Force 12 P1 dans ta bouche. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pablo. Alors Pablo, aujourd'hui, tu es le maître S des phares Strider. Et donc, je t'ai demandé, et que tu as accepté avec gentillesse, de nous faire un petit tactica sur les phares Strider. Ouais, et on va voir ça tout de suite. Alors, les phares Strider, que peux-tu nous dire sur eux? Alors, c'est une bande que j'apprécie beaucoup déjà, Mhm. parce que voilà, ça offre pas mal de choix tactiques, en tout cas sur leur jeu. Mhm. Et c'est une bande que je joue depuis leur sortie, donc ça fait 4 mois déjà, un peu moins, Pas 3 mal mois, d'expérience voilà, sur pas mal cette bande. d'expérience. J'ai joué que eux, j'ai construit plusieurs decks, j'ai essayé de En tester plus, pas tu mal les de as choses. magnifiquement convertis. Ouais, On pour les les voir verra peut-être tout à après, l'heure. ouais. Et c'est une bande voilà, très plaisante à jouer parce que ça offre beaucoup de solutions, beaucoup de styles de jeu différents et c'est assez agréable. Super. Alors, donc, rappelle-nous vite fait leur exaltation. Alors, leur exaltation, ils doivent en fait aller à la fin d'un round dans le territoire ennemi. Ennemi. Donc sur le board adverse, à la fin d'un round, si vous avez votre combattant sur le board adverse, il Il s'exalte s'exalte. pendant la phase de fin. D'accord. Donc, comme les nains, eux, ils doivent s'exalter sur les objets. C'est ça. Eux s'exaltent sur le Sur bord le board adverse. adverse. On rappelle que les cases qui se situent entre les deux plateaux Ouais. ne sont pas, Ils ne sont pas ils contents. ne sont à aucun camp. Ils sont plutôt rapides. Voilà, donc au niveau des caractères de base, donc on a Le 3, chef se déplace de 4. voilà, 3 de mouvement, 3 hexagones, plus le chef qui a un hexagone de plus, ce qui en fait un combattant Ouais. assez mobile. Ouais. C'est rapide, ouais. Ils ont 1 de défense sur du bouclier, Mhm. sans exaltation, et 4 PV de base, donc ça fait une résistance assez sympa. Et en exaltation, leur gros point fort d'exaltation, c'est surtout sur la défense, parce qu'ils gagnent 1 dé de défense en plus, Mhm. donc ça fait 2 dés de défense sur les boucliers, ce qui est quand même assez fiable. Et chaque combattant gagne un petit peu des avantages sur son exaltation, et notamment le chef qui gagne une attaque de plus qui est très intéressante, donc c'est le Faucon Stellaire, qui est une attaque de 4 d'hexagones, je 4 crois que c'est hexagones, l'attaque ouais. la plus, Ça avec fait la un plus grosse mouvement range. de 4 plus une attaque à 4. Donc, Voilà, donc le mec peut chercher un un range de 8, quoi. peu n'importe qui sur le board. Ouais. Ça se lance sur 3 dés sur des épées, et si on fait un critique, ça donne 2 dégâts. Donc c'est quand même... c'est pas déconnant quand c'est même. pas Pour dégueu. finir, c'est pas le dégueu. chef qui est en train de s'enfuir à l'autre bout du terrain. Voilà. Qui roule entre les Sur yeux. l'exaltation, les autres gagnent. Alors, Eagle Eyes gagne 1 dégât de plus sur son attaque de Mhm. close. Et Swiftblade gagne la capacité fracassante sur son attaque de close aussi. Super. Et le pistolet Bostrom ne change pas. Donc, je rappelle, le pistolet Bostrom, on n'en a pas parlé. C'est leur attaque à distance. Mhm. Donc, 3 d'hexagone, 3 dés sur les épées. Donc, c'est assez fiable. Ça va, mais ça fout qu'une seule patate. Une Qu'un seul patate. PV. Ouais. Donc la grosse erreur, c'est de penser que cette bande-là, c'est une bande de tir. Non, ce n'est pas une bande de tir. Ils ont la possibilité de tirer, mais pour moi, je trouve que c'est pas accessoire, mais il ne faut pas baser toute sa strat dessus. D'accord. D'accord. Parce que 1 dégât, c'est pas beaucoup. Eh oui. 3D sur les épées, ça peut rater aussi. Donc voilà, c'est. Moi, je rate jamais, moi. Ouais. C'est une option sympa, ça offre de la polyvalence, mais il ne faut pas tout baser là-dessus. Super. Alors, super. Maintenant, peux-tu nous parler de leurs points forts? Alors, le point fort déjà, au niveau des caractères de base, c'est plutôt pas mal. On a que 3 combattants, mais avec un bon pool de PV, un bon pool de mouvement. Sympa. Ouais, ça reste des bons gars bien costauds. Voilà, et pour moi, le vrai point fort de cette bande, c'est surtout leur polyvalence. Parce que c'est une bande qui a pas mal d'options. Ça peut aller chercher des combattants au close, ça Mhm. peut aller chercher des objets avec leur défense après une exaltation. Ça peut quand même éloigner des ennemis avec leur attaque à distance. Enfin, il y a pas mal d'options tactiques qui s'offrent avec cette bande. Mhm. Et finalement, je trouve que voilà, c'est cette possibilité. On a toujours des possibilités. On ne se retrouve jamais bloqué en fait sur ce qu'on a à faire avec eux. Et je trouve que voilà, c'est plaisant à jouer. Et niveau stratégie, ça offre pas Ça mal offre d'options. plein d'options. Ouais. Super. Au niveau des subterfuges, on a des trucs sympas aussi qui sont en synergie aussi avec la bande, notamment si vous voulez optimiser un peu les pistolets Ballstorm, on a des subterfuges qui permettent de relancer les attaques de pistolets Ballstorm. Au niveau des équipements, pareil, on a pas mal d'équipements qui, notamment image changeante, qui permet de faire des mouvements sur du critique. Donc ça permet un peu d'avoir un style de jeu un peu hit and run parce que Ah oui. on tire beaucoup de dés en fait, donc finalement les critiques tombent assez régulièrement. Donc on a 3 dés sur les pistolets, 2 dés sur les attaques. On a pas mal de subterfuges aussi de contre-attaque. Mhm. Donc finalement c'est une bande qui jette beaucoup de dés.
Donc même s'il y a des échecs, on peut aller chercher des crits, on peut baser un peu sa stratégie sur ces crits. Et finalement, ça met pas mal de patates au final, quoi. Autre point fort, les objectifs. Alors moi je joue un deck qui est assez construit sur les objectifs qui scorent immédiatement. D'accord. Donc ça permet en fait sur des bandes d'élite d'aller chercher des améliorations assez rapidement. Et comme toute bande d'élite, ça snowball assez rapidement dès qu'on a des améliorations. Ils ont des améliorations assez sympas. Ils ont des améliorations assez sympas, pas mal de trucs fracassants. Pour le chef, ouais. Finalement on peut avoir une bande avec du fracassant pour tout le monde. Donc c'est assez fort. C'est fort contre les bandes à défense bouclier. On avait pigé. Moi je joue pas mal d'améliorations qui se basent sur les mouvements, donc image changeante, je joue aussi esprit enchaîné, donc c'est un peu comme le piège mais qui permet de revenir aussi sur une case de départ. Donc comme le Rosette, on est censé aller dans le bord ennemi, mais ça permet aussi de se replier en cas de danger. Et après les améliorations classiques, plus un dégât, beaucoup de dégâts aussi, l'arme éveillée que je trouve très forte aussi, etc. Leur inconvénient, leur gros point faible. Alors le point faible, pour moi c'est notamment au niveau du... Ils sont 3 déjà. Ouais, c'est au niveau du nombre, donc c'est une bande d'élite, ils sont que 3. Donc la moindre perte va être un peu compliquée à gérer. Je relativise aussi parce que si on a une perte, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plus d'améliorations sur les autres. Et donc ça va snowball un peu plus les autres. Mais voilà, n'avoir que 3 combattants, si on en perd un, déjà ça bannit quelques styles de jeu basés sur les objectifs. C'est compliqué de gérer 3 combattants toujours. Hein. Mais le gros point faible aussi, voilà, c'est lié à leur style de jeu, c'est qu'ils vont devoir aller dans le territoire adverse pour s'exalter. Et donc ça oblige en fait cette bande à être un peu agressive dès le tour 1. À s'exposer rapidement. Et du coup on prend beaucoup de risques en jouant cette bande. Si on veut chercher l'exaltation, mais ne pas aller la chercher, pour moi ça enlève pas mal de choix tactiques. Donc on s'expose dès le tour 1 et forcément ça peut... la foudre peut tomber. La foudre peut tomber, notamment contre des bandes comme les corneux ou même les orques qui peuvent nous attendre un peu de pied ferme. Une bonne cuta, je pense qu'il peut se permettre de faire des trucs sympas et du coup on se met en danger et le tour 1 est difficile à gérer. Très bien. Alors, quel conseil peux-tu donner à un joueur débutant qui voudrait commencer avec les Farce Riders? Alors, le conseil que je donne pour jouer cette bande, déjà, c'est au niveau des objectifs. Mettre pas mal d'objectifs qui scorent rapidement. Donc ça permet de chercher des améliorations très tôt en début de game, d'améliorer ses combattants. Et aussi la stratégie qui est importante. Souvent on dit que c'est une bande comme c'est la première bande à avoir du tir. On a tendance à se dire je vais jouer full tir. Voilà, c'est ça. On a tendance à se dire je vais jouer que du tir. Et en fait leur pistolet c'est bien, mais il ne faut pas baser sa strat dessus. Parce que leur contact est assez fort en fait. Leur attaque de corps à corps est quand même bien puissante. Donc moi, l'idée que je donne de cette bande, c'est vraiment une bande polyvalente, avec des options, mais il ne faut pas se contenter que d'un seul style de jeu, et notamment on aurait tendance à penser que c'est le tir. D'accord. Donc voilà, c'est quand même une bande de close, il faut aller au contact. De toute façon, je pense que Shakespeare est un jeu de close en général, donc... Puis la poutre, nous on aime ça. Puis voilà, c'est toujours bon. Alors, on va faire la bagarre tous les deux là. Quel conseil me donnerais-tu pour jouer contre les Farce Riders justement? Alors contre les Farce Riders, déjà au niveau du placement des plateaux, il y a des choses à faire. C'est une bande, il ne faut pas trop les laisser s'éparpiller parce que c'est des combattants assez bons individuellement. D'accord. Donc il faut chercher, je pense, à se regrouper en fait. Donc sur le placement des plateaux, moi je vous conseille si vous jouez contre eux de créer un espace assez réduit entre les deux plateaux, un goulet d'étranglement. Décaler un peu les plateaux, alors les jouer en long, pourquoi pas aussi. Mettre les décors pour casser la ligne de vue. Pour casser la ligne de vue et vraiment les attendre en groupe parce que vous savez qu'ils vont venir chez vous. Super. Et donc être là, prêt à les attendre. Si vous jouez un deck défense, je pense qu'on peut avoir du mal. Je parle des Farce Riders ont du mal aussi contre des decks très défensifs. Très attentistes. Très attentistes parce qu'ils vont devoir aller chez les autres et les autres vont scorer des objets, vont scorer des trucs et ça peut être compliqué. Super, merci pour toutes ces explications, Pablo. On se retrouve tout de suite avec donc la partie qu'on va jouer tous les deux, qu'on commentera Cendrillon et moi, et toi on te retrouve à une prochaine fois. À la prochaine, Pablo. Ciao.